Je suis allé à Dubaï et je n'ai jamais vu un régime sanguinaire à Dubaï. Bon. Mais par contre, j'ai vu des régimes sanguinaires en Afrique où les gens se battent tous les jours au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Les gens ne sont pas. Voyez le Gabon, personne ne va à l'école, tout le monde est dans le Covid-19, mais il y a une opposition, il y a une majorité, les gens sont dans la misère et personne ne bouge. C'est ce que les Maliens ont réussi à détruire aujourd'hui parce que Ibeka a été élu démocratiquement. Vous voyez le mensonge de la démocratie libérale, il a été élu. Et pourtant, il a mis par l'expression le pays à l'eau. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Voilà, nous allons aller rapidement du côté donc, du Canada et avoir le docteur Jean-Aimé Mouketchou qui reçoit son invité exceptionnel depuis Moscou, je pense très bien, le docteur Bruno Ben Moubamba. Docteur Mouketchou, vous avez le gros micro. Bien, bonjour Jacques, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas aux États-Unis? Quel climat fait-il? Là, tu es dans quelle métropole, là, à Washington? Oui, nous sommes dans l'État de Maryland, nous sommes à Washington. Nous nous préparons déjà pour les élections d'ici le mois de novembre. Voilà. J'espère que cette fois-ci, tu vas te tromper, puisque la dernière fois avec Hillary Clinton, j'ai bu de l'eau, comme on dit. C'est pas évident que le candidat Joe Biden gagne, même si aujourd'hui, tous les sondages donnent Joe Biden vainqueur, mais nous sommes à 2 mois des élections et aux États-Unis, 2 mois, c'est pratiquement une éternité. C'est ça. En tout cas, bien, merci Jacques. Nous recevons, comme vous avez dit aujourd'hui, sur Afrique 2050 et Radio PDCI RDA en compagnie donc de Jacques Roger en direct depuis les États-Unis, un journaliste, homme politique franco-gabonais attentif aux problématiques des droits humains. Il s'agit de M. Bruno Ben Moubamba. Alors, M. Bruno Ben Moubamba, nous allons débattre avec lui sur le sujet suivant, un sujet d'actualité. Il nous donnera son regard géopolitique et géostratégique du coup d'État militaire et populaire au Mali du 18 août 2020. Alors, au cours de cette émission, nous allons la présenter en 2 parties. Premièrement, nous allons faire une présentation rapide de notre invité. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le sujet que je venais de présenter. Alors, s'agissant de M. Bruno Ben Moubamba, je voulais juste vous dire que voilà en gros ce dont nous allons débattre avec vous, M. Bruno Ben Moubamba. Nous vous avons déjà… Si vous permettez, sans vous interrompre, docteur Mouketchou, je veux vous signaler que j'ai des signalements d'internautes qui disent que le lien sur Facebook ne passe pas. Si Jacques Roger peut le renvoyer, je crois que ce serait très utile pour celles et ceux qui veulent nous écouter. Apparemment, le lien qu'il a envoyé n'est pas opérationnel. Désolé de vous interrompre, mais c'est important. D'accord. Voilà, s'il peut nous envoyer le lien Facebook, comme ça les internautes pourront le suivre. Bien, merci. Nous sommes déjà en direct sur la radio déjà, Afrique 2050. Les auditeurs donc suivent en direct déjà sur la radio et sur la radio, ils peuvent aussi nous suivre sous forme de télévision et Jacques Roger s'occupe donc de retransmettre l'émission sur la plateforme numérique Facebook. Alors, donc, je disais, Monsieur Bruno Ben Moubamba, nous allons débattre avec vous
Nous avons déjà plusieurs fois reçu ici sur Afrique 2050, avant votre entrée au gouvernement de M. Ali Bongo. Et ça fait pas longtemps, donc nous avons reçu ici, je crois que c'était le 27 juin 2020, si je ne me trompe pas. Nous vous rappelons ce qui a changé aujourd'hui. Vous serez écouté sur Radio PDCI RDA depuis la Côte d'Ivoire et sa plateforme numérique. Jacques Roger a déjà donc mis en ligne sur la plateforme numérique Facebook de Radio PDCI RDA depuis donc la Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, nous allons commencer par vous présenter à nos auditrices et auditeurs d'Afrique 2050 et Radio PDCI RDA une manière de vous connaître davantage, Monsieur Bruno Benbobamba. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Vous êtes gabonais, vous êtes né en janvier 1967 à Libreville au Gabon. Vous êtes journaliste de formation, vous êtes politologue, vous êtes philosophe franco-gabonais. Vous êtes également un acteur et défenseur des droits humains. Je voudrais aussi signaler par rapport à ce que je venais de dire, c'est-à-dire acteur social et défenseur des droits humains, vous avez été en effet porte-parole des acteurs de la société civile gabonaise. Et je voudrais signaler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes aussi un homme politique très engagé, mais quand même complexe. Hein. Vous pourriez me contredire quand je vous donnerai la parole, puisque je crois jusqu'en 2016, vous étiez engagé opposant au régime de PDG Bongo, de M. Omar Bongo et Ali Bongo. Et le 30 août 2009, vous étiez candidat indépendant à l'élection présidentielle gabonaise. Vous avez obtenu un score de moins de 1% sur 18 autres candidats. En 2010, vous avez confondé le parti Union nationale avec quelques anciens responsables du PDG, passés donc dans l'opposition. Et après l'élection présidentielle de 2009, vous avez été nommé ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement parallèle présidé par le feu André Mbaobam. Et en janvier, janvier 2012, vous avez adhéré à l'Union du peuple gabonais, parti fondé par l'opposant historique Pierre Mamboundou Mbundu, décédé le 15 octobre 2011 dans des conditions non élucidées jusqu'à ce jour. Et en février 2013, vous avez été nommé par le secrétaire exécutif donc, de l'Union du peuple gabonais au poste de chargé de la communication, de l'économie numérique et des relations avec les institutions constitutionnelles. Alors, je voudrais aussi préciser que vous avez aussi un parcours universitaire très riche puisque vous êtes titulaire d'un doctorat en philosophie que vous avez donc soutenu à l'université de Reims en France avec la mention très honorable. Vous avez aussi un deuxième doctorat en sciences politiques, hein, sauf si je me trompe, c'est bien ça, doctorat donc en sciences politiques que vous avez soutenu en septembre 2012 à l'école des hautes études en sciences sociales, donc de Paris. Et en 1987, vous avez donc obtenu votre baccalauréat série B et c'est ce diplôme qui vous a permis donc d'entreprendre des études de philosophie et de communication à Bordeaux en France. Et enfin, je voudrais signaler que vous êtes marié et père de 2 enfants. Alors, Monsieur Bruno Benbobamba, bonjour. Est-ce que cette présentation vous convient? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bien, écoutez, non, la présentation est très bien. Je précise juste que j'ai 3 garçons pour le moment, et non 2. Hein. Deux enfants, non 3, oui, 3 garçons. Voilà. D'accord, très bien. Alors, je voudrais quand même réinsister sur l'insistance des internautes qui n'arrivent pas à accéder aux liens Internet. Non, c'est déjà, ne vous en faites pas, c'est déjà disponible. On va vous envoyer le lien, je l'ai déjà reçu. C'est déjà en direct sur Facebook, puisque nous suivons, actuellement, je suis en direct et les internautes sont en train de vous suivre, Monsieur Bruno Benbobamba. Techniquement, pouvez-vous me l'envoyer Oui. Pouvez-vous me l'envoyer? D'accord, je vais vous l'envoyer, ne vous en faites pas. Alors, est-ce que cette présentation vous convient?
Absolument, docteur Mouketou. C'est une bonne présentation. D'accord. Première question, Monsieur Bruno Ben Moubamba, comment allez-vous? Nous connaissons votre engagement critique. Catholique. Vous avez aussi changé, semble-t-il, le nom. On vous appelle maintenant Imhotep, voilà, Imhotep Ben Moubamba. Monsieur Moubamba. Alors, j'espère que vous me suivez bien, vous me voyez. Est-ce que vous voyez? Ne vous en faites pas, on voit parfaitement, on voit très bien, monsieur Moubamba. Oui, je me trouve en ce moment dans la Fédération de Russie depuis un certain temps, depuis quelques mois, où je continue mes activités en même temps publiques et personnelles et privées et peut-être un peu plus confidentielles. Je suis devenu orthodoxe, chrétien orthodoxe à la suite, pardonnez-moi, mon téléphone est tombé, à la suite d'un cheminement de plus de 20 ans où depuis la France, je suis né catholique, j'ai mûri intérieurement. La spiritualité orthodoxe m'a plus attiré depuis 20 ans et étant en Russie, j'en ai profité donc pour me convertir à l'orthodoxie, pour être en paix avec mon âme, puisque j'ai un problème personnel avec le catholicisme désormais, à cause notamment du décret du pape Nicolas V du 8 janvier 1454, qui a fait finalement des Noirs des souffres-douleurs, c'est-à-dire que le pape Nicolas V a autorisé le Portugal et l'Espagne à aller réduire à l'esclavage perpétuel les Africains. Et moi, ça me gêne, d'autant plus que la religion doit d'abord être de la spiritualité et non au service d'un impérialisme. Donc maintenant, je suis orthodoxe. J'ai 3 prénoms désormais. Le premier prénom est bien sûr celui que ma mère m'a donné, Bruno, hein, en tant que catholique. Le deuxième est un prénom de choix personnel lié à l'histoire africaine, Imhotep. Et le dernier, c'est celui que les orthodoxes m'ont donné ici lors de ma conversion, c'est-à-dire Vladimir, non pas comme Vladimir Poutine, mais comme Saint Vladimir, le fondateur de la Russie, le premier roi des Russes, c'est lui qui a emmené les Russes vers le christianisme orthodoxe. C'est donc Saint Vladimir et c'est mon nom d'orthodoxe, mon prénom d'orthodoxe. Je crois que je suis clair maintenant. Bien, tout est clair, mais pourquoi le choix sur la Russie? C'est un peu curieux. Il y a déjà, on reçoit beaucoup de questions des auditeurs qui posent, mais pourquoi vous avez choisi d'aller vous installer en Russie? Il y a même certains qui disent que c'est mystérieux, quoi. Écoutez, chaque vie a un mystère, chaque vie a évidemment un mystère. Et donc, il faut absolument comprendre que chacun est libre dans sa conscience de faire ce qu'il veut. Et en ce qui me concerne, moi, déjà après mes études au collège Bessieux, j'envisageais déjà d'être étudiant à Moscou. Hein. C'est vieux, hein. Mais malheureusement, le régime Omar Bongo m'a privé de bourse d'études parce que je ne faisais pas partie des bonnes familles et j'ai dû me débrouiller pour aller en France et poursuivre des études en France sans être boursier, en travaillant et en étant totalement autonome et indépendant. Donc, pour moi, en fait, l'arrivée à Moscou, c'est un vieux rêve. Je me suis toujours senti proche de l'âme russe, notamment de la culture russe. J'ai lu tous les romans de Dostoïevski, de Solzhenitsyn. J'admire beaucoup la profondeur de l'âme russe au niveau intellectuel, au niveau de la profondeur des idées, des pensées, la connaissance qu'ils ont des êtres humains dans leur psychologie. Et moi, donc, pour moi, c'était un redémarrage de ma vie. C'est comme une renaissance de ce pays a sauvé mon âme après les péripéties que j'ai vécues avec Ali Bongo de 2016 en 2017
et même jusqu'en 2018, l'AVC. Je suis parti du Gabon d'abord pour la France, où j'ai mes habitudes familiales. Ensuite, je me suis senti menacé en France, et donc j'ai fait le tour du monde. À l'époque où Brice Farjon était très puissant et cherchait à en découdre avec moi, j'ai quitté la France. Je suis allé d'abord au sommet de Sochi, où j'ai été invité par le gouvernement russe, le sommet russo-africain, puisque les Russes connaissent mon affection pour leur culture. Ensuite, je suis allé en Asie, bien sûr, vous m'avez suivi, et dans les temples d'Angkor, en Australie et partout. J'ai un peu découvert le monde et je suis revenu en Russie à l'invitation d'un certain nombre de cercles d'amis, où je me sens bien avant de retourner en France et au Gabon pour aller chasser le sosie d'Ali Bongo. Mais je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure. Bien. Merci pour toutes ces précisions, M. Bruno Ben-Moubamba. Alors, M. Bruno Ben-Moubamba, le média en ligne Info 241 nous informe que vous avez dit que les Gabonais vont tous mourir s'ils ne vous suivent pas. Est-ce que vous confirmez cette information? Oh, c'est une déformation de mes propos. Lorsque je dis que les Gabonais vont tous mourir s'ils ne me suivent pas, c'est une manière de dire ce que je répète depuis des mois sans être compris. C'est-à-dire qu'on a programmé au Gabon la mort et la disparition des Bantous de ce pays, c'est-à-dire des premiers habitants de ce pays, avec les Pygmées qui sont des Bantous aussi d'ailleurs. On est dans un moment, les Gabonais ne se rendent pas compte, d'un grand remplacement des populations bantoues du Gabon pour les remplacer par d'autres peuples. C'est pour cela que vous avez Olam, vous avez le Covid-19, qui est invraisemblable. Moi, je suis en Russie. Olam, pour nos auditrices et auditeurs qui sont Olam, c'est une multinationale indienne, singapourienne, qui est en train de racheter toutes les terres du pays, qui est en train de chasser les paysans, qui est en train de s'emparer de tout par la volonté du pouvoir gabonais, et que je connais très bien pour avoir été 1 an au gouvernement et pour connaître leurs méfaits. Je les ai même empêchés de faire des choses que je ne peux pas révéler parce que ce sont des secrets d'État, mais je les ai bloqués sur un certain nombre de projets qu'ils avaient, notamment dans le Haut-Ogooué. Je les ai bloqués, et ce sont des gens que je n'aime pas. Ils sont là pour racheter toutes les terres, vider les camps. Quand on aura vidé la Nyangé et l'Angounié, par exemple, de toutes ces populations, quand tout le monde sera... Parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de développement, eh bien, qui va venir derrière? Ce sont des populations nouvelles. Il y a le Covid-19, il y a la déforestation, il y a l'éducation qui va mal, il y a la santé qui va mal également. Il y a la fermeture des lieux de culte, il y a les crimes rituels. Donc, si on ne prend pas garde, si on continue de suivre des discours de sorcellerie politique, comme les Gabonais, malheureusement, par faiblesse, ont tendance à faire, c'est-à-dire des gens qui viennent raconter leur vie, mais qui n'ont pas les moyens de créer le rapport de force suffisant pour arrêter et briser le système PDG Bongo, eh bien, les Gabonais vont mourir. Ils sont déjà en train de mourir. Il y a de la famine. On meurt au Gabon de faim aujourd'hui. On meurt de maladie. Les gens, moi-même, dans mon parti, j'ai déjà enterré en quelques mois de très nombreuses personnes qui sont mortes de maladies bizarres, de sous-alimentation, d'AVC. Et c'est comme ça dans toutes les 9 provinces. On enterre les pompes funèbres. Alors là, c'est un marché lucratif aujourd'hui. Donc, si les Gabonais ne changent pas de comportement, eh bien, vous allez voir que ça ne va pas aller et que les Gabonais vont disparaître au fur et à mesure. Je ne sais pas si le docteur Mouketou est revenu en ligne. Je vous écoute parfaitement, M. Ben-Moubamba. Donc, en fait, c'est une désinformation, de tout ce qu'on est en train de faire au Gabon, pour le service du Gabon. Certaines personnes qui travaillent pour le pouvoir, eh bien, déforment, ou parfois pour nos ennemis politiques, déforment nos propos dans le but de nous décrédibiliser. Donc, moi, je condamne cet article en ligne. D'accord, très bien. Donc, vous condamnez cet article en ligne.
Alors, c'est quand même curieux de vous entendre qu'il y a une société, disons, une multinationale qui est en train d'acheter. Excusez-moi. Alors, nous avons un écho. Il y a quelqu'un qui est en ligne qui perturbe le réseau. Nous avons un membre du panel qui est en ligne qu'il essaie un peu de se mettre en muet parce qu'il perturbe la bonne qualité de cette édition. Je pense que ça va mieux, non? Voilà, ça va maintenant mieux. Merci, Jacques, depuis les États-Unis. Alors, M. Bruno Benmobamba, j'étais en train de dire, c'est un peu curieux dans votre pays de voir une multinationale qui achète facilement les terrains sans l'intervention des populations. Que voulez-vous que les populations gabonaises fassent, Dr Mouketou? Nous avons un pouvoir soutenu par la France-Afrique depuis 53 ans, avec une base militaire française, avec une économie essentiellement gérée par des multinationales étrangères, françaises, chinoises, singapouriennes, l'Afrique de l'Ouest, un certain nombre de pays qui font la pluie et le beau temps. Les Gabonais n'ont pas le contrôle de leur pays. Et c'est ce qui est absolument gênant. Voilà pourquoi les populations ne peuvent pas agir. Il faut donc trouver une solution, notamment à la faveur de la crise malienne, pour faire évoluer le système gabonais définitivement vers l'autodétermination du peuple gabonais. Très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vous demander votre regard géopolitique et géostratégique du coup d'État militaire et populaire au Mali que vous venez donc d'évoquer, j'aimerais vous poser une question d'actualité, M. Bruno Benmobamba. Le Paris Saint-Germain, le PSG, et le Bayern de Munich, hein, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, vont s'affronter dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions 2020. Alors, un match qu'on peut qualifier d'événement à suivre ce soir, donc dès 15h, heure de Washington DC et 21h à Munich, sur plusieurs chaînes de télévision à l'échelle donc planétaire. Mon premier et dernier choix, M. Bruno Benmobamba, est un choix fort avec la victoire du PSG dans le temps réglementaire. Et vous, M. Mobamba? Écoutez, moi je dirais que le meilleur gagne. Il y a matière à débat. Ce serait une occasion pour le Qatar FC de Paris d'avoir la coupe à laquelle ce club rêve depuis des années. On le lui souhaite. Les Allemands ont déjà gagné plus d'une fois. Ce serait bon pour le moral des Français de gagner, mais en la circonstance, je donne ma langue au chat, c'est-à-dire je n'ai pas d'avis particulier, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et d'après le journal français L'Équipe, monsieur Mobamba, au cas de succès ce soir, les joueurs parisiens devraient toucher une prime d'1 million d'euros par joueur. Cette prime est-elle indécente, monsieur Mobamba? Écoutez, c'est le football professionnel. C'est comme ça qu'il fonctionne et qu'il existe depuis des décennies. On ne va pas le changer tout de suite, mais cela pose la question des priorités mondiales. Est-ce que la priorité, c'est 11 milliardaires de part et d'autre qui courent après un ballon en caoutchouc ou la fin de la famine dans le monde? Est-ce que c'est la fin de la guerre qui est plus importante, le développement de l'Afrique, que 22 milliardaires en short, même s'ils sont très talentueux, et qui courent après une balle? Mais enfin, on se demande, bien sûr, c'est le pain et les jeux dont parle l'Empire romain. Toujours, le monde a besoin, pour dériver un peu ses frustrations, du pain et des jeux. On prend acte de cela. Moi-même, en tant que président du Gabon d'après, évidemment, je ne supprimerai pas le football. Je prendrai acte de la volonté du peuple ou des peuples à avoir du pain et des jeux pour passer ses journées, s'amuser, mais cela ne me semble pas être la priorité fondamentale. Je crois que le matérialisme ne doit pas occuper la partie qu'il occupe dans le cerveau en ce moment. En tout cas, la partie consciente du cerveau est trop habitée par les choses sans importance. Nous avons eu le Covid-19, il n'y a plus de pèlerinage à la Mecque ou de pèlerinage au Vatican, plus de matchs de foot. Eh bien, le monde a quand même continué de tourner, donc tout est relatif.
Tout est relatif. Bien. Merci, Monsieur Bruno Ben Mobamba, journaliste de formation, philosophe et homme politique franco-gabonais en ligne depuis Moscou, en Russie. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que nous allons vous demander votre regard géopolitique et géostratégique du coup d'État militaire et populaire au Mali. Je voudrais, à propos de ce sujet, vous dire ceci, chers auditrices et auditeurs, avant de faire le développement questionnaire avec notre invité. Enclavé à l'intérieur de l'Afrique occidentale entre le tropique du Cancer et l'Équateur, avec une population de plus de 20 millions d'âmes, le Mali est un État de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 1 million, je dis bien 1 241 238 000 km², donc presque 2 fois la superficie de la France. C'est donc un vaste État, je dirais même le plus vaste État d'Afrique de l'Ouest après le Niger. Et cet État est couvert à 75% par le désert sahélien et qui dispose également de nombreuses richesses. On ne le précise toujours pas quand on parle du Mali. Si vous prenez des livres, par exemple en Occident, le Mali est présenté comme étant un pays pauvre, mais ici nous précisons que ce pays dispose également de nombreuses richesses du sol et du sous-sol, à l'instar du pétrole à faible profondeur, voilà, des matières précieuses, des différents fossiles, de l'or, du coton. Et je voudrais aussi préciser que l'agriculture est le premier employeur du pays. 80% de la population active travaille donc dans ces secteurs. Le Mali est un pays qui pratique une économie du commerce informel très dynamique, très marquée par les paradigmes de la politique de la mondialisation des marchés et qui laisse assez de place à l'entrepreneuriat individuel, mais servant des intérêts de l'État malien. Cette situation, chers auditrices et auditeurs, permet l'émergence d'un véritable secteur privé dynamique capable d'assurer une compétitivité sous-régionale, continentale et je dirais même à l'échelle mondiale. Mais le Mali est miné par des facteurs internes. Je vais parler du problème de la cohésion nationale sans pouvoir toujours relever les différents défis. Alors, le 22 septembre 1960, le Mali est devenu un État indépendant. Et nous posons la question suivante, sous forme de problématique, est-ce que cette souveraineté s'exprime pleinement aujourd'hui? Le Mali, comme les autres pays d'Afrique, sont-ils viables? Je dis bien viables. Ainsi, chers auditrices et auditeurs, la viabilité des États se mesure à l'aune des forces centrifuges, c'est-à-dire les forces qui favorisent la dislocation, la division, les conflits. Et nous avons aussi les forces centripètes, c'est-à-dire les forces qui favorisent la cohésion, l'unité, etc. Alors, pour vérifier nos interrogations, nous allons analyser avec notre invité, qui est journaliste, philosophe, homme politique franco-gabonais, depuis la Russie, M. Bruno Ben Mobamba. Nous sommes en direct, donc, depuis la Russie, avec M. Bruno Ben Mobamba. Donc, nous allons analyser la problématique de la viabilité politique des États africains, les éléments qui favorisent la division, le problème interne qui menace la cohésion au Mali. Nous verrons également que tous les pays du monde, ça c'est une précision de taille, chers auditrices et auditeurs, sont soumis à des influences, des menaces, des intrusions d'origine étrangère. Le rôle de la Russie, nous allons aussi étudier ce rôle, quel est le rôle de la Russie dans le continent africain, la faillite des politiques maliennes dans la construction, on verra aussi cela, la construction d'un État, il faut le préciser ici, d'un État véritablement démocratique. Nous allons voir aussi la capacité de résistance qui est liée à la solidité d'un État. Nous allons étudier les conflits ethniques et la problématique du partage équitable des ressources à l'échelle nationale. Nous allons voir aussi les différentes frustrations débouchant sur les revendications politiques. Enfin, nous allons étudier aussi le devenir du Mali, la question de la souveraineté ou d'indépendance, la problématique du grand choix, c'est-à-dire les pays africains
et le partenariat à l'échelle mondiale. Voilà, chers auditrices, les différents sous-thèmes que nous allons donc explorer avec notre invité. Alors, Monsieur Bruno Ben Moubamba, avant donc le développement questionnaire, pourriez-vous nous résumer en quelques mots, hein, quand vous voulez, en 2 ou 3 minutes, votre regard géopolitique et géostratégique du coup d'État militaire et populaire au Mali? Bon, tout d'abord, docteur Moketou, je tiens à contredire respectueusement le concept que vous avez dicté du coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État militaire au Mali. Pour qu'il y ait un coup d'État militaire, il faut déjà qu'il y ait des morts. Il y a 0 mort au Mali. Ensuite, même la garde présidentielle s'est rangée du côté de l'armée qui est venue s'emparer du président, semble-t-il, même avec l'accord du président. Pour qu'il y ait coup d'État, il faut s'emparer des institutions, il faut tuer le président, comme en 1789 en France, ils ont tué le roi. Ils lui ont coupé la tête pour mettre en place un nouvel ordre politique. Donc, il n'y a pas de nouvel ordre politique, bien au contraire. Les militaires, prenant acte du désordre qu'il y avait dans le pays, ont choisi de protéger les institutions au nom du peuple malien qui manifestait depuis des mois et des mois sans être entendu, notamment à l'appel de l'ancien imam de Tombouctou. Cette unité du Mali autour de la religion et du leader religieux qui est l'ancien imam de Tombouctou a permis de faire peser la balance. Donc les militaires ont tout simplement pris leurs responsabilités. Ils n'ont pas tué le président Keïta, ils l'ont tout simplement pris pacifiquement et embarqué dans des voitures officielles, ensuite emmené au camp militaire où il a prononcé sa démission. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes dans le cas d'une vacance du pouvoir, en fait. Le président a dissous l'Assemblée nationale, il a démissionné et normalement, aucune nation étrangère, aucun peuple, quelle que soit sa puissance, ne peut s'ériger contre le droit, la doctrine de l'ONU, qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou le droit à l'autodétermination. C'est une chose qui est reconnue par les Nations Unies, c'est-à-dire que normalement, l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est en général lié à l'existence d'un État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Moi, quand j'entends le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens m'écoutent, j'ai beaucoup de respect pour lui, je l'ai rencontré en 2007. Il faut préciser que c'est votre ami. Quand je l'ai entendu évoquer une intervention des militaires de la CEDEAO, un embargo du Mali, pour moi, ça ressemble à une violation de la règle onusienne du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a vu ça au Kosovo, on a vu ça dans la réunification de l'Allemagne, on a vu ça dans la réunification du Vietnam. Les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Et normalement, c'est un droit souverain. Et aucun pays colonial ou aucune puissance étrangère n'a le droit de violer le droit international en disant « Non, vous n'avez pas le droit de disposer de vous-même, on va vous envoyer les troupes de l'ECOMOG ou de la CEDEAO, on va vous exclure des institutions financières parce que le peuple, dans son ensemble, réclamait la fin du despotisme du président. » Donc, il n'y a pas de coup d'État. Je conclue tout simplement en disant qu'aujourd'hui, il faut aller vers une évolution du système malien, vers une assemblée constituante. Ce serait la meilleure évolution. Il ne s'agit pas seulement de remettre le pouvoir à des civils qui vont s'en mettre plein les poches, qui vont créer les mêmes problèmes. Il faut revoir le système dans le contexte d'un pays qui est divisé entre au nord les Bambara, les Dogons et tous les Noirs maliens, et puis au sud, donc ces populations au nord, les populations un peu arabo-berbères, tout ça sur fond de lutte pour le contrôle du pétrole et de l'or du Mali. Du pétrole à très faible profondeur, du pétrole de très bonne qualité. C'est ça l'enjeu. D'accord. Bien, merci pour cette précision. Donc, selon vous, il ne s'agit pas d'un coup d'État qui s'est passé. C'est une révolution, en fait. C'est une révolution. C'est une révolution populaire.
populaire et avec militaire. un appui de l'armée. Avec Oui. un appui de l'armée. Voilà, donc un appui révolution typique de l'armée. D'accord, révolution populaire et militaire, mais on peut parler aussi de coup d'État puisqu'il y a eu quand même une force. L'arrêt des institutions démocratiques. Entre, bien sûr. Écoutez, l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de novembre 1789 stipule que la résistance à l'oppression est un droit naturel et inaliénable. Tout peuple qui se sent victime d'une oppression et d'un despotisme a tout à fait le droit, comme ça s'est passé à la Bastille, le 14 juillet 1789, d'aller s'emparer d'une prison, d'aller s'emparer du roi à Versailles. C'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce que ce qui s'est passé en France ne l'est pas au Mali, au Gabon, au Congo ou dans ces pays où règne justement le despotisme, le monarchisme qui ne dit pas son nom? Non, il n'y a pas de coup d'État, docteur. Il y a tout simplement le droit du peuple malien à disposer de lui-même par l'armée, par le peuple, par toutes les forces qu'on veut. D'accord, très bien. C'est un droit de l'homme et du citoyen garanti par la France, normalement. D'accord, très bien. Nous avons compris que c'est une révolution populaire. Alors, M. Bruno Ben-Moubamba, chères auditrices et auditeurs, tous les États du monde sont soumis à des influences, je disais, des menaces, des intrusions d'origine étrangère. Vous avez par exemple, pendant la guerre froide de 1947 à 1991, les États-Unis et l'ex-URSS se menaçaient réciproquement. Les États-Unis, donc, qui étaient considérés comme étant déjà une grande force à l'échelle mondiale, donc, étaient menacés par l'URSS. Nous avons aussi, de nos jours, par exemple, la cybercriminalité qui attaque les grandes puissances du monde. Nous avons aussi la Russie qui se déploie, par exemple, en Syrie, en Ukraine, car elle se sent menacée. La Chine se sent menacée par les sanctions économiques. Mais tout dépend de la manière qu'on résiste contre toutes ces attaques. Autrement dit, tout dépend de la capacité de résistance qui est liée à la solidité d'un État. Alors, M. Bruno Ben-Moubamba, comment les pays africains doivent-ils résister aux menaces, sachant que tous les pays du monde, comme je viens de le présenter, ne sont pas à l'abri des menaces, des conflits internes et externes? Nous sommes, docteur Moketou, à la fin de ce qu'on appelle l'ordre de Yalta. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, 5 grandes puissances se sont réunies à Yalta. Et vous savez que j'étais à Yalta en avril 2019 pour un forum économique et j'ai pu visiter notamment les lieux où Staline, Roosevelt, la Chine, la France, l'Angleterre se sont donc partagés le monde. Ce n'était pas la conférence de Berlin, mais c'était un ordre international issu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les États-Unis avaient leur zone d'influence. Ils ont d'ailleurs demandé à la France de jouer ce rôle en Afrique francophone au nom de l'Occident. L'URSS avait sa zone d'influence. Ça a d'ailleurs donné la guerre en Angola ou en Guinée-Bissau, comme vous le savez, lorsqu'il a fallu obliger le Portugal à laisser l'indépendance à ses anciennes colonies, chose que les Portugais ne voulaient pas faire. Donc, nous sommes entrés dans une tension du monde aujourd'hui qui est nouvelle, avec l'affaiblissement de la civilisation occidentale qui domine depuis le XVe siècle. Sarkozy, le président Sarkozy l'a rappelé dans son nouveau livre à succès. L'Occident domine depuis le XVe siècle. Il a dominé grâce à l'esclavage des Noirs, des Africains, de l'Église catholique, des marchands, des militaires. On a réduit les Noirs à la servitude perpétuelle. C'est un fatwa, c'est un document religieux toujours exposé au Portugal, aujourd'hui dans un musée, jamais dénoncé par le pape, jamais dénoncé par l'Occident. Cette prophétie autoréalisatrice qui maudit les Noirs à être dans la servitude perpétuelle jusqu'à la fin du monde,
C'est la base même de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Gabon et ailleurs. Il s'agit d'empêcher les pays subsahariens africains de sortir de cette malédiction. Donc, l'arrivée maintenant des autres puissances de Yalta, comme la Russie, la Chine, il y a l'Angleterre qui a même placé un de ces éléments dans le gouvernement gabonais à travers Lee White. Vous savez que la France considère que son précaré est inviolable. Vous savez que les Russes influençaient aussi l'Afrique à travers l'Union soviétique. Mais depuis la chute du mur de Berlin, les Russes n'ont plus eu accès à l'Afrique. Maintenant, il est normal que dans la mondialisation, que les Russes demandent des parts de marché en Afrique et personne ne peut les en empêcher, tout comme la Chine ou l'Inde. Donc, nous sommes dans un monde où l'Asie, l'Est est en train de se réveiller, l'argent est à l'Est, l'argent est en Orient, l'Occident est en crise. Maintenant, la tentation de l'Occident, c'est d'obliger, entre autres les Africains, à accepter leur pauvreté, leur misère jusqu'à la fin du monde par le refus d'évoluer, d'aller vers des partenariats gagnant-gagnant. Ça va emmener, grâce à toute cette jeunesse au chômage, grâce à cette misère, cette immigration sauvage, tous les problèmes qu'il y a dans les pays arabes du Maghreb où les Noirs africains sont torturés, tués sans que ça n'émeuve personne. Aujourd'hui, le Mali, qui exporte beaucoup sa population, si je puis m'exprimer ainsi, doit se poser des questions. Le Gabon, c'est pareil. Nous sommes un pays riche. Donc, ne voyez pas l'arrivée en Afrique d'autres puissances comme étant un mal, mais c'est une redéfinition de l'ordre de Yalta et c'est normal. On ne peut pas nous imposer les choses par la force. D'accord, très bien. Alors, les politiques maliens, M. Bruno Ben Moubamba, en quelques mots, ont-ils failli dans la construction d'un État véritablement démocratique? Vous avez rappelé tout à l'heure l'importance du Mali. Le Mali est un pays d'une importance capitale pour l'Afrique noire, pour l'Afrique subsaharienne. Souvenez-vous de Soundiata Keita, souvenez-vous de l'empire du Songhai, souvenez-vous de la ville incroyable de Tombouctou qui a été un berceau de la connaissance nègre, la connaissance et la science africaine. Eh bien, nous avons là un lieu, un foyer de tension entre les Arabes et on peut appeler ce qu'on peut qualifier entre guillemets de Bantou, c'est-à-dire Bantou, ça veut dire les êtres humains, hein, mais on peut dire que ce sont les Africains noirs non arabisés, parce que les Kémites sont plutôt des populations noires comme les Éthiopiens ou les Tutsis arabisés, des mélanges, les Somaliens avec votre ami Liban Suleiman, ils sont différents des populations noires. Votre ami. Les populations noires, je vous vois venir, les populations noires sont des Bantous en général, noirs, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, nous sommes comme encerclés à partir du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo. Vous avez la guerre permanente de la RDC. La zone Bantou est encerclée par des populations arabisées, je ne veux pas stigmatiser, hein, mais qui semblent avoir un agenda de conquête et de destruction de la zone Bantou. Donc moi, je ne cesse d'appeler les Bantous, non pas par racisme ou par repli identitaire, à faire attention à ce qui se passe. On est en train, si on détruit le Mali, on détruira le reste des pays Bantous. En un mot, vous confirmez que les politiques maliens ont failli dans la construction d'un État véritablement démocratique. Nous sommes d'accord, M. Moubamba? Moi, j'allais vous répondre là-dessus. Cette faillite dont vous parlez de l'État démocratique, c'est une blague, excusez-moi. Pourquoi une blague? Nous avons fait, nos humanités dans les grandes écoles et les universités françaises. Nous sommes un peu des pédants. Nous avons bien appris notre leçon française sur la démocratie libérale anglaise qui consiste à se battre, à se disputer pour avoir le pouvoir. Mais vous savez, les Maliens ne peuvent échouer dans la construction de l'idéal démocratique parce que la démocratie n'est pas forcément la démocratie libérale anglaise, occidentale, n'est pas forcément ce dont l'Afrique a besoin.
L'Afrique a besoin de consensus. Selon vous, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si c'est ce que nous avons appris dans nos grandes écoles, comme moi, oui, je l'ai appris que c'est le pouvoir du peuple, la Grèce et tout se sont dit. Mais souvenez-vous que la Grèce doit sa connaissance à l'Égypte, donc à l'Afrique. Nous devons donc poser la question à nos cultures des corps de garde, à nos cultures des Mbandja, à nos cultures animistes. Comment faire pour que l'Afrique devienne la prochaine puissance mondiale au XXIe siècle? Moi, j'y crois. Parce que l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Vous voulez dire que... Et le continent... Attends, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est très important que je dise ceci. L'Afrique est le continent le plus jeune, le continent où il y a le plus d'eau potable, le continent où il y a le plus de minerais, le continent où il y a le plus de pétrole, le continent où il y a le plus de nature verdoyante, le continent où il y a le plus d'animaux. Donc, comment se fait-il, vous trouvez ça normal que ce continent extraordinaire vive dans une telle misère? Parce qu'il faut répéter la religion démocratique comme on a répété bêtement et le catholicisme et l'islam parce qu'on nous a dit de répéter les choses comme ça. Non, nous devons être efficaces désormais. Nous devons être pragmatiques. Moi, ce qui m'importe, c'est le relèvement du niveau de vie des Africains. Les Africains sont pauvres et ce n'est pas normal. Vous pouvez être démocrate en mourant de faim ou en vous entretuant en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous qui profitez de vos tueries en Côte d'Ivoire. Vous allez vous massacrer jusqu'à la fin du monde en Côte d'Ivoire, mais ça profitera à d'autres jusqu'au jour où vous aurez compris qu'il faut vous mettre ensemble pour développer votre pays, nourrir vos enfants, gagner de l'argent et faire de votre pays ce que les autres ne veulent pas qu'ils deviennent. C'est-à-dire qu'ils vous demandent à vous d'être démocrates libéraux. Mais ils ne vont jamais demander ça aux Émirats arabes unis. Ils ne vont jamais demander ça au Koweït. Et nous, nous prenons l'avion, nous allons à Dubaï, nous sommes dans les grands hôtels, nous sommes contents, mais nous ne sommes pas dans des démocraties. Oui, mais M. Moubamba, ce sont des régimes, même si ceux qui vont là-bas, ils sont contents, mais ce sont des régimes sanguinaires, enfin, qu'on peut qualifier de barbares. Donc là, vous voulez nous dire que l'Afrique doit créer... Non, je suis allé à Dubaï et je n'ai jamais vu un régime sanguinaire à Dubaï. Bon. Mais par contre, j'ai vu des régimes sanguinaires en Afrique où les gens se battent tous les jours au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Les gens ne vont pas... Voyez le Gabon, personne ne va à l'école, tout le monde est dans le Covid-19, mais il y a une opposition, il y a une majorité, les gens sont dans la misère et personne ne bouge. C'est ce que les Maliens ont réussi à détruire aujourd'hui parce que Ibeka a été élu démocratiquement. Vous voyez le mensonge de la démocratie libérale, il a été élu. Et pourtant, il a mis, pardonnez-moi l'expression, le pays à genoux. Donc maintenant, les Maliens ont compris que c'est bien beau les discours libéraux occidentaux de la démocratie, mais à un moment, ce qui compte, c'est le développement et l'enrichissement des populations. Très bien. Alors, sommes-nous d'accord que ce qui favorise, comment dirais-je, le manque de cohésion dans les pays africains sont les problèmes politiques et non la diversité ethnique? Monsieur Moubamba. Bon, d'abord, les diversités ethniques sont une escroquerie intellectuelle. Encore. C'est une escroquerie intellectuelle, pourquoi? Mais parce que vous preniez le Mali, vous savez même que déjà entre le Mali et le Gabon, il y a des liens ethniques. Est-ce que vous savez que ce qui compte, ce n'est pas l'idiome, c'est-à-dire la parole qu'on parle comme ça, ce sont les lignages, c'est ça la richesse africaine, c'est les mariages. Vous savez que moi, je suis de mon père, ce qu'on appelle, par mon grand-père, ce qu'on appelle un Badumbi. Les Badumbi ont des lignages avec d'autres ethnies au Gabon, notamment dans le Guelolo. Les Barambous, mon père, il y a des Barambous dans les lignages chez les Nzebi, une ethnie, chez les Bapounou, chez les Fan, chez les Massango. C'est donc une manipulation, une escroquerie intellectuelle qui tend à faire penser aux Africains que le plus important, c'est l'idiome, c'est le langage, parce qu'on parle le même langage. Mais enfin, il y a des gens qui se sont entretués avec le même langage en France. Hein. La Révolution française de 1789, c'est entre gens qui parlent le même langage. Et donc, moi, je m'inscris en faux contre l'ethnicisme, parce que ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est les mariages, les liens de parenté que nous avons entre nous. Et
Par contre, les hommes politiques véreux, sorciers politiques, utilisent tout le temps les expressions ethniques, les dioula, oui, justement, pardonnez-moi. Dans des buts politiques de conservation du pouvoir. Pardonnez-moi, dans le même sens, je m'excuse de vous couper la parole. Quand je parle de diversité ethnique, est-ce que nous sommes d'accord que cette dernière multiplie les canaux de revendication quand la politique nationale ne laisse aucune ethnie de côté? Moi, c'est une manipulation, docteur Mouketou. Encore une manipulation, décidément. C'est une manipulation politique. Parce que vous savez, pour prendre mon cas personnel, je suis un Bapounou de Mwabi. J'ai mes cousins qui sont des Nzébi. Mwabi, c'est au sud du Gabon. Pour nos auditeurs, c'est au Gabon, au sud-ouest du Gabon. J'ai mes cousins qui sont des Nzébi de Logoulo. J'ai ma propre demi-sœur qui est Fang de Lambaréné. Mais parce qu'il faut avoir le pouvoir politique, vous trouverez toujours des gens pour dire rassemblons-nous dans le cadre de notre communauté, c'est-à-dire nous-mêmes, entre nous-mêmes, mais c'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif intellectuel sérieux, parce que normalement, les Bantous sont des Bantous avant tout, c'est-à-dire des gens qui se définissent comme des êtres humains par opposition aux animaux et aux fantômes. Ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question raciale. On peut même être un blanc et être un bantou, parce que bantou, ça veut dire être humain, rassemblé autour de certaines valeurs. Donc, oui, la géopolitique au Mali et dans certains pays, même entre les arabo-berbères et les noirs, permettent de diviser. Mais chaque fois qu'il y a ces divisions, c'est parce qu'il y a l'argent en jeu, docteur Mouketou. Donc, par exemple, le partage équitable des ressources? Non, parce qu'en fait, la géopolitique ethnique s'appuie sur un mensonge. Quel est ce mensonge? C'est de dire que vous avez besoin d'être coaché. Si vous êtes de telle ethnie, vous avez besoin d'avoir un leader qui vous représente. Et en fait, qui vous surveille, en fait, qui vous coach. Mais en réalité, ça favorise quoi? Ça favorise les ethnies qui sont représentées numériquement de manière plus importante. Par exemple, si vous êtes d'une petite ethnie et que vous n'avez pas de représentant, eh bien votre ethnie va disparaître parce qu'en fait, vous avez besoin d'un coach, ça s'appelle la géopolitique, qui va être votre représentant au sein de la dictature. Ça se passe partout en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire. Mais dans le cadre, pardonnez-moi, dans le cas du Mali, quand il y a le partage équitable, par exemple, des ressources, vous savez que M. Bruno Ben Moubamba, il n'y a pas de conflit d'ethnie. Ce sont plutôt les frustrations qui débouchent sur les revendications politiques. Nous sommes d'accord, non? Mais en la circonstance, le problème malien, Dr Mouketou, n'est pas un problème ethnique. Mais oui, il y a des frustrations politiques. Des frustrations, par exemple. Il y a des frustrations qui viennent depuis les indépendances que vous avez citées. C'est le rôle, malheureusement, de la puissance coloniale avec les coups d'État qui ont été organisés contre les grandes figures. On reviendra sur le rôle de la France, on reviendra sur cette partie. Quand vous voyez le rôle, par exemple, que disent parfois les racistes occidentaux, ils disent, quand vous voyez des Africains, quand vous avez des éléments importants qui surgissent chez les Africains, il faut tuer les meilleurs. Vous devez tuer les meilleurs Africains, les assassiner, pour promouvoir les cancres, c'est-à-dire les gens qui ne réfléchissent pas. C'est ça le vrai problème. On prend des gens qui n'ont rien dans le cerveau. Ceux qui ont quelque chose dans le cerveau, naïvement, je vous ceux qui ont quelque chose dans le cerveau vivent en exil. Ceux qui ont quelque chose dans le cerveau, soit ils vivent en exil, soit ils se taisent dans leur pays, soit ils sont tués. Donc, on fait la promotion de qui? On fait la promotion de cancres, des gens qui ne savent pas comment gérer un grand pays comme le Mali. Et en l'occurrence, ce que les Maliens reprochent à Monsieur le Président sortant, c'est sa cancritude, si je puis m'exprimer ainsi. C'est qu'il est mauvais. Il a un problème de partition du pays. Il ne sait pas le gérer. Il a un problème de son fils qui fait le désordre. Moi-même, je connais Karim Keïta, je l'ai rencontré ici en Russie, à une fête où il m'a invité. C'était vodka, alcool, les filles et tout.
pour un musulman, ça m'étonnait un peu. Donc, c'est la promotion des cancres, le problème de l'Afrique. Et le libéralisme et les démocrates libéraux et l'économie de marché extrêmement capitalisée mise sur la promotion des cancres pour pouvoir contrôler nos pays. Donc, si vous avez un cancre au pouvoir, il ne va jamais résoudre les problèmes économiques. Il ne va jamais résoudre les problèmes de sécurité, les problèmes d'école, les problèmes de santé. Il va juste penser, comme Ibeka, à manger, à profiter de sa piscine, à laisser son gamin faire ce qu'il veut. On le sait au Gabon. C'est le problème des pays africains. Peut-être que c'est différent en Côte d'Ivoire où qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Bon, le président Ouattara semble... on n'a pas trop vu ses enfants ou des choses comme ça, mais quand on promeut des tyrans, des psychopathes... C'est un problème d'éducation. Si vous avez des gens qui n'ont pas de principes, parce que ce qui importe dans le leadership, c'est d'avoir des principes, d'avoir des valeurs et de respecter les normes. Les principes, ce sont des lois auxquelles il faut obéir, déjà intérieurement et personnellement. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire ceci. Les valeurs, ce sont des dimensions éthiques incontournables. Les normes, c'est des normes d'organisation. Mais quand vous avez, comme au Mali, un président qui laisse son fils Karim faire du désordre, manquer de respect aux anciens et à la religion, comment voulez-vous que le Mali ne se rebelle pas? Quand vous voyez... on peut parler de la maléducation. Alors, nous allons essayer... c'est au-delà de l'éducation, c'est au-delà de l'éducation. C'est-à-dire que le système qui veut dominer l'Afrique aime promouvoir les psychopathes, les cancres. Voilà. Vous savez, quand vous tuez, par exemple, les gens facilement, on vous aime à Paris, à Londres, à Washington et ailleurs. Mais quand vous êtes intelligent, quand vous réfléchissez à la chose commune, quand vous voulez le bien, quand vous êtes au niveau des normes internationales, à ce moment-là, les libéraux occidentaux commencent à vous regarder bizarrement. Et c'est ce qu'il faut faire évoluer parce qu'on ne veut pas en Afrique des gens intelligents, des cancres et des idiots. D'accord, on a compris. On va essayer d'avancer parce que j'ai prévu quelques questions avant le match. Hein. Vous savez que, comme je vous disais au début, il y a la finale. Il nous reste combien de minutes avant le match? Il nous reste à peu près, je pense, nous sommes à 45 minutes du début de la première mi-temps. Alors, finalement, Monsieur Bruno Ben-Moubamba, est-ce que ce qui se passe au Mali, puis globalement dans la bande sahélo-saharienne, ne pose pas, comment dirais-je, de manière évidente la problématique de la viabilité politique de ces États-là, c'est-à-dire leur raison d'être, voilà. Mais, docteur Mouketou, il faut qu'on soit sincère entre nous. Les États africains, les États-nations issus de la colonisation ou des indépendances ratées ne sont pas un avenir à long terme parce que ce sont des pays qui ont été tracés sur des cartes à coups de canon. On sait comment ça s'est passé. Nous avons raté une occasion extraordinaire avec Kwame Nkrumah, avec l'empereur Haïlé Sélassié, qui, déjà à la fondation de l'ONU, ont proposé l'union. Nkrumah a dit l'Afrique doit s'unir. Il faut aller vers les convergences des États africains, vers des États intégrés. C'est-à-dire que nous avons eu l'Afrique équatoriale française. Et bizarrement, au moment des indépendances, on a tout découpé. On a dit non, il n'y a plus d'Afrique équatoriale française, on va vous morceler les États. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Camerounais, le pays des écrévisses? Qu'est-ce que ça veut dire d'être Gabonais, le pays du manteau dont on... Je sais que c'est choquant parce qu'on s'est habitué au bout de 60 ans à dire on est Gabonais, mais moi je me considère d'abord comme un Bantou. Le Congolais est un frère, le Camerounais est un frère, l'Équato-Guinéen est un frère. Ce n'est pas nous qui avons décidé de ces États. Donc, la puissance africaine à venir pour faire cesser la misère des populations africaines passera par l'intégration des États. Même si ces États sont des États confédérés, il faut unifier les marchés. Lorsque vous publiez un livre au Gabon avec 2 millions d'habitants,
ça n'a pas la même force que si vous pouvez vendre votre livre au Gabon, au Cameroun, au Congo, au Nigeria. C'est un exemple que je vous donne. Lorsque Simon Mboula du Gabon ou bien chanteur malien un tel publie un CD, une musique, les Africains aiment la musique, c'est autre chose de l'écouler seulement à la moitié du Mali ou au Côte d'Ivoire, uniquement entre Ivoiriens, quoique les Ivoiriens exportent très bien la musique, mais ce n'est pas tout le monde. Il faut créer des marchés, il faut que la zone Bantou devienne une grande zone de marché ouverte, intégrée. C'est l'avenir, c'est ce que nous devons faire. Si nous ne faisons pas ça, eh bien nous allons mourir. Ce qui va se passer, c'est que d'autres intérêts internationaux viendront s'emparer de l'Afrique, l'Afrique sans Africains, c'est ce qui va se passer. Monsieur Moubamba, vous ne répondez pas à ma question. J'étais en train de vous poser la question suivante. Est-ce que finalement, ce qui se passe dans ce pays que nous sommes en train d'explorer, donc le Mali, et puis de façon globale dans la bande donc, du Sahel et du Sahara, ne pose pas de manière évidente la problématique de la viabilité. J'insiste sur ce mot. Je vous ai répondu. De la viabilité politique de ces États, c'est-à-dire leur raison d'être. Parce que c'est quand même des termes, des notions précises, la viabilité politique. Mais je vous ai répondu en vous disant, vous ne m'avez pas suivi, vous ne m'avez pas compris. En vous donnant cette réponse, je vous répondais, c'est-à-dire que la viabilité des États dont vous parlez passe par l'intégration de ces États dans des ensembles plus grands. On peut avoir peut-être en Afrique des super États fédéraux et ces États seront viables dans le cadre de super États fédéraux ou de super États confédérés. Est-ce que vous me comprenez? Non, il faut que la CEDEAO devienne un État confédéré ou fédéral. Pardonnez-moi, on ne peut pas parler d'intégration. On ne peut pas parler d'intégration régionale si, à l'échelle nationale, vous n'êtes pas dans une situation de viabilité politique, M. Moubamba. Mais bien sûr que si, docteur. Voyez les États-Unis. Voilà 50 États qui sont passés par la guerre civile, par l'esclavage, par les violences, par des tensions. Mais ils ont réussi à créer la République fédérale américaine. Donc, je le répète, nous avons besoin d'une République fédérale en Afrique de l'Ouest. C'est l'avenir, c'est le 22e siècle. Nous avons besoin d'une République fédérale en Afrique centrale. C'est l'avenir, c'est le 22e siècle. Nous avons besoin d'une République fédérale en Afrique australe. C'est l'avenir. L'Afrique du Sud est puissante, c'est un pays développé, mais ça ne fonctionne pas non plus. Et pourtant, les Noirs ont hérité d'un pays qui fonctionne. Et pourtant, ça ne marche pas. La violence est extrême, la corruption est... Mais ce sont les matières premières, l'enjeu. Donc, si vous créez des États plus intégrés sur la base des communautés économiques qui ont été créées, que ce soit des républiques fédérales ou des républiques confédérales, vous aurez des chartes, vous aurez des constitutions qui permettront justement de développer ces zones tout en respectant les pays comme le Gabon, le Congo, mais l'accent doit être mis sur le développement parce que le problème n'est pas la démocratie, j'insiste beaucoup là-dessus, docteur. Ça, c'est ce que les Français nous ont appris, c'est ce que les Grecs nous ont appris. Le plus important, premièrement, c'est l'économie. Après l'économie, vous avez la force militaire. Vous savez pourquoi nous sommes dominés? Parce que nous n'avons pas d'armée réelle, nous n'avons pas de force militaire. Nous ne pouvons pas nous projeter. Les forces militaires de nos pays servent à mater les populations et pas à protéger les États. Donc là aussi, il faut une évolution de la doctrine de défense africaine. Mais ça, c'est des choses dont on ne peut pas entendre parler en dehors de l'Afrique. Mais je le dis, je le répète, l'Afrique existera. La prochaine puissance du monde au 22e siècle sera l'Afrique. Et notre génération a le devoir de poser les bases de cette puissance africaine. Pour ça, il faut que les gens commencent à comprendre que l'important n'est pas d'être Dioula, l'important n'est pas d'être de l'ethnie du président Bédié ou du président Gbagbo. L'important, c'est de penser pour une fois maintenant à l'intérêt des générations futures.
Voilà, bien. Merci, Monsieur Bruno Ben Moubamba. Monsieur Moubamba, comment dirais-je, entre la problématique de la viabilité, je reviens encore sur cette expression, des pays africains, quels sont, selon vous, les éléments qui favorisent la division du Mali? Encore une fois, vous n'allez pas dire qu'il y a pas, ces éléments n'existent pas, Monsieur Moubamba. Mais la division du Mali, elle est entre le nord et le sud, docteur Moketo, vous le savez. Vous avez déjà vu un pays en Afrique aussi unifié pour dire non au président Keïta? Vous avez déjà vu un pays comme ça? Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a un facteur d'unification. Quels sont les éléments qui favorisent cette division dans ce pays? Cette division ou cette unité? Je vous demande les éléments qui favorisent la division au Mali. C'est-à-dire que moi, je pense entre la problématique de la viabilité politique que j'étais en train d'évoquer, donc les pays africains, quels sont, dans le cas du Mali, quels sont les éléments qui favorisent la division de ce pays? La division est tout simplement causée par l'influence étrangère. Le refus. Il n'y a que l'influence étrangère. Le Mali, contrairement à nos pays qui ont beaucoup de religions, par exemple, il y a un facteur d'unification dans le problème théologico-politique, puisque c'est le sujet de mon travail doctoral. Le Mali est unifié autour de sa religion, autour de l'islam. Et ça, c'est très différent lorsque vous avez un certain nombre d'obédiences et de religions qui se combattent au sein d'un pays. C'est ce qui a permis à l'imam Dicko, l'imam de Tombouctou, justement d'unifier le peuple malien contre le président Keïta. Ne l'oubliez pas. Maintenant, la vraie division qu'il y a, le vrai problème au Mali, c'est un problème de matières premières. C'est l'accès aux matières premières. Vous avez l'opération Barkhane au Sahel, notamment au Mali. Vous avez les questions de l'or, vous avez les questions du pétrole. Et ce que les Maliens reprochent à leurs dirigeants, c'est de sacrifier la souveraineté du pays pour défendre leurs propres intérêts. On n'a pas attaqué le président Keïta parce qu'il était de telle ethnie ou de telle autre ethnie. J'espère que vous ne le pensez pas, docteur Moketu. On a mis en cause, on a attaqué le président Keïta parce qu'il ne défendait pas les intérêts du Mali. On ne l'a pas attaqué en tant que membre de telle ethnie ou de telle autre ethnie. Parce qu'il n'arrivait pas à défendre la souveraineté du Mali, défendre le Mali contre la partition qu'on veut imposer avec l'État de l'Azawad dans le nord, contrôlé par des arabo-berbères, donc avec le pétrole qui va avec. Et lui, il laisse Barkhane s'installer, il ne dit rien. Le président Macron arrive la première fois dans le nord du Mali sans passer par Bamako. Ce sont des choses qui ont choqué les Maliens. Monsieur Moubamba, pardonnez-moi, vous savez que nous sommes pris par le temps. Il y a un match de football dans à peu près 34 minutes. J'aimerais qu'on aille directement tout droit, si vous voulez, donc aux réponses par rapport aux questions que je vous pose. Je sais que vous êtes un journaliste, un grand homme politique, philosophe. S'il vous plaît, essayez un peu de compter au temps qui nous reste. Alors, finalement, que va devenir le Mali? Le pays va-t-il se disloquer? Il y a un projet d'embargo de la CEDEAO, mais je vous fais remarquer que le président Macky Sall a déjà donné un coup de canif à ce projet de dire on bloque les finances du Mali, on bloque les routes et si possible on fait une invasion militaire. Le président Macky Sall du Sénégal a dit niet. Le président du Burkina Faso vient de dire non aussi à ce projet. Donc il y a en ce moment, au moment où je vous parle, des négociations entre la CEDEAO et les militaires qui se sont emparés du pouvoir, parce que normalement, les militaires se sont emparés du pouvoir, non pas pour le conserver, mais pour le rendre à des civils. Mais il ne faut pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire le rendre à des civils qui seraient des voyous, pardonnez-moi l'expression. Moi, si je faisais partie de l'armée malienne au pouvoir, je ne rendrais pas le pouvoir aux civils de manière naïve. J'irais vers l'Assemblée constituante, c'est-à-dire la remise à plat du système malien
et aussi, j'irai vers une négociation plus approfondie avec les peuples arabo-berbères. Avez-vous peur que les militaires maliens commettent l'erreur des militaires gabonais en 1964, après leur coup d'État contre le président Léon-Mba? Là aussi, en 1964, on a déposé Léon-Mba au Gabon. Le premier président, on ne l'a pas tué. On l'a trimballé entre Djoué et Lambaréné. Exactement comme... Léon-Mba n'a pas été enfermé dans un camp militaire. Le président Keïta est enfermé en sécurité dans un camp militaire qui est le sien. À mon avis, il ne s'y trouve pas mal. Il n'était pas capable de gérer le Mali actuel. Et c'est heureux, c'est très bien que l'armée malienne ait mis fin, à mon avis, avec son accord, à cette incompétence et ce blocage vous pensez qu'il y a une entente entre les militaires et le président Ibeka? Écoutez, lorsqu'une garde présidentielle ne s'oppose pas à l'arrestation d'un président, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Vous savez bien que l'armée est arrivée et que la garde présidentielle n'a opposé aucune résistance. Ça veut dire que le président Keïta était d'accord avec ça. Il a d'ailleurs été raccompagné au camp militaire avec beaucoup de respect, beaucoup d'égards, mais parce qu'il n'est plus l'homme de la situation, docteur Mouketou. C'est au Gabon et ailleurs qu'on fait dans le culte de la personnalité. Normalement, dans des pays sérieux qui ont une conscience spirituelle élevée, on ne fait pas dans le culte de la personnalité. Si vous n'êtes pas capable de gérer une situation, vous faites. Même si vous êtes soutenu par la communauté internationale, entre guillemets, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. C'est au Gabon qu'on est dirigé par un mort-vivant, mais ça ne peut pas être possible au Mali ou au Sénégal. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut être dirigé par un mort-vivant. Normalement, on devrait avoir des vacances du pouvoir, non pas pour aller vers des élections, mais pour remettre tout à plat, parce que c'est intolérable. D'accord. Mais finalement, M. Moubamba, qu'est-ce qui explique l'instabilité du Mali et des pays voisins, la Mauritanie à l'ouest, nous avons l'Algérie au nord-nord-est, nous avons le Niger à l'est, nous avons, je crois, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud-sud-ouest, la Guinée-Conakry au sud-ouest et le Sénégal à l'ouest-sud-ouest. Le Sénégal, le Sénégal, docteur Mouketou, n'est pas en état d'instabilité parce que le président Macky Sall a procédé à une réforme constitutionnelle au début de son deuxième mandat. Il a réduit son mandat. Et, sa dernière élection a été contestée. Hein. Il y a eu des fraudes. Il a largement emporté, le président Macky Sall, mais non. Il ne doit pas se présenter un troisième mandat. Normalement, lui est impossible. On sait que, d'après les informations, puisque nous avons des auditeurs qui disent que vous êtes l'un des soutiens du président Macky Sall. Donc, je voudrais vous préciser que lors de la dernière élection présidentielle au Sénégal, il y a eu des fraudes électorales qui ont été contestées publiquement par des intellectuels, des hommes politiques sénégalais. Et les populations, oui, mais bon, il y a toujours des contestations en Afrique, mais vous savez que les acteurs politiques qui auraient pu disputer cette place au président Macky Sall sont en exil. Je veux parler du fils du président Wade. Et il n'y avait pas de challenger suffisamment fort, comme en Côte d'Ivoire en ce moment. Les jeux sont faits d'avance. Mais maintenant, je reviens à la Guinée-Conakry. Oui, il y a une instabilité qui s'explique plus par la volonté du président Alpha Condé, que j'ai connu aussi en France, lorsqu'il était opposant. On ne comprend pas son entêtement à vouloir être candidat pour la troisième fois. C'est anticonstitutionnel. Il a fait un référendum contesté. Et si vous prenez la Mauritanie, ce ne sont pas des pays qui vont si mal que cela, docteur Mouketou. Il y a, pour conclure mon propos sur cette question, en ce moment, nous sommes comme dans une période d'accouchement d'un monde nouveau et d'une Afrique nouvelle. C'est pour ça qu'il y a des soubresauts. Il ne faut donc pas s'inquiéter. Ce qui va venir après, c'est, je ne veux pas pécher par naïveté, c'est une meilleure Afrique. Parce que les populations sont de plus en plus conscientes de leurs forces. Les jeunes Africains sont de plus en plus conscients de leur identité et de leurs forces. Maintenant, il faudra les tuer
pour les empêcher d'être conscients de leur force. Le Covid-19 ne va pas les tuer, les guerres ne vont pas anéantir, l'immigration ne va pas anéantir l'Afrique. Moi, je fais partie des gens qui sont optimistes pour l'avenir. Pardonnez-moi, je voudrais rappeler à nos membres du panel qui sont en direct sur cette émission qui est très écoutée à l'échelle planétaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre seulement d'auditrices et auditeurs qui nous écoutent sur Afrique 2050, sans compter ceux qui sont sur les plateformes numériques. Donc, je voudrais demander aux membres du panel qui sont en direct, si vous voulez intervenir, vous nous demandez et puis on vous met en ligne. Et si vous ne voulez pas intervenir, mettez-vous en muet, s'il vous plaît, parce que vous êtes en train, certains d'entre vous sont en train de perturber l'excellente qualité de cette émission avec notre invité, journaliste, homme politique et philosophe franco-gabonais, M. Bruno Ben Moubamba, depuis Moscou, en Russie. Alors, Monsieur Bruno Ben Moubamba, vous avez parlé de, pardonnez-moi de vous couper la parole, hein, vous avez parlé de, quand je vous ai posé la dernière question, vous avez parlé de la France, de la communauté internationale qui est responsable des problèmes qui minent ce pays, le Mali. Alors, quel est l'intérêt pour la France pour déstabiliser le Mali, sachant que tous les pays, je reviens encore, tous les pays du monde le sont. Et je voudrais vous rappeler, vous êtes un homme politique très cultivé, qu'en 2012, c'est grâce à l'intervention de l'armée française qui a empêché la prise de Bamako par les groupes terroristes ou djihadistes. Nous sommes bien d'accord. Les Maliens, je voudrais aussi vous rappeler qu'ils avaient applaudi l'armée française. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qui justifie le retournement de la situation, M. Bruno Ben Moubamba? Écoutez, docteur Mouketou, moi je suis français, vous l'avez rajouté, donc je ne peux pas être contre la France. Mais je suis un intellectuel exigeant. Je me mets plus du côté de Césaire, Aimé Césaire, avec son discours contre le colonialisme. On veut mettre maintenant au panthéon français, après l'avoir critiqué. Je me situe plus de son côté que du côté de Léopold Sédar Senghor, qui a fait tout ce qu'on lui demandait de faire, et puis qui finalement n'a pas été reconnu comme un acteur historique de premier plan. Donc, moi, je ne suis pas ici pour critiquer la France, je suis ici pour dire les choses qui doivent être dites, à savoir qu'il faut être fidèle aux principes. La France a des principes, liberté, égalité, fraternité. Elle a des principes, le droit de l'homisme. Et je vous rappelle que en 1789, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises par les révolutionnaires français qui ne sont pas respectées en ce moment, notamment en Afrique. Je voudrais rappeler quand même que le droit de résistance à l'oppression, ce sont les Français qui l'ont inventé. Donc on ne peut pas reprocher aujourd'hui aux Maliens d'avoir résisté à l'oppression parce qu'ils n'étaient pas contents de leur président. On ne peut pas le faire, c'est illogique. Moi, j'ai ici j'ai la lettre patente du roi Louis XVI que les révolutionnaires français ont arrêté. Ils l'ont fait signer. Ils ont fait une assemblée à Versailles. Ils ont convoqué des États généraux après avoir pris la Bastille. Ils ont signé plein de décrets. Ils ont édicté un projet de déclaration des droits de l'homme en société de 19 articles précédés d'un préambule. Ils ont fait une constituante et ils ont fait signer au roi Louis XVI la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et pourtant, ils l'ont guillotiné par la suite. Donc, on n'a pas guillotiné Ibeka au Mali. Vous voyez quand même la différence. On n'a pas guillotiné Ibeka comme on a pendu Saddam Hussein. Ce n'est pas les Africains qui ont pendu Saddam Hussein. Ce n'est pas les Africains qui ont tué comme un pas. Il y a le roi qui a été aussi décapité en Angleterre. Bon, et bref. Oui, deux. Mais par contre, moi, je veux juste dire que la France, c'est un pays de principes. C'est un pays qui a des principes, qui a des valeurs, qui a des normes. Il faut que ces principes, au nom justement de l'égalité, de la fraternité, soient respectés au Mali, soient respectés au Gabon.
soit respecté en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que la France perd des points en matière économique qu'il faut marcher sur ses propres principes, l'égalité, la fraternité, la liberté, les droits de l'homme. Monsieur Moubamba, est-ce que la France... Et le droit des peuples à discuter d'eux-mêmes. Pardonnez-moi. Est-ce que la France, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, par rapport à la France, bien sûr, donc, est-ce que ce n'est pas l'élite diplomatique qui commet actuellement des erreurs dans la gestion, si vous voulez, donc, de la démocratie avec ces anciennes colonies face aux autres puissances qui sont en train de prendre une part considérable dans ces anciennes colonies françaises? Est-ce que ce n'est pas cette élite qui est responsable de ça? La France a peur de dealer avec des Africains intelligents. La France préfère dealer avec des imbéciles. Excusez-moi. Vous avez des gens qui... Vous avez parlé des cancres. Moi, je suis suffisamment introduit dans le milieu français. J'ai des très bons amis que vous connaissez, des gens très importants dans le système français que je connais personnellement, dans le système de défense, le système de l'industrie, l'économie. Ce sont des gens absolument formidables et admirables. Mais il y a au sein de l'établissement français, depuis Charles Pasqua, depuis les réseaux corses, depuis une certaine mafia, des gens qui ne veulent pas évoluer. C'est-à-dire que Bolloré est propriétaire du port, non, ça va rester comme ça, il n'y a pas de discussion. On a le chemin de fer, non, c'est pour nous, on n'écoute pas les Gabonais. Le Mali a du pétrole, à très faible profondeur, de très bonne qualité, eh bien, on va faire comme en Libye. Donc ça, ce sont des calculs qui, à court terme ou à moyen terme ou à long terme, se révèlent vraiment dangereux parce que ça crée de la frustration dans les populations. Et si la France continue de se méfier de vous, de moi, de ces générations d'Africains qui ont été formés par le système français et qui comprennent bien les enjeux pour faire comme les trois singes, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien à dire, les jeunes qui viennent derrière nous seront plus radicaux et seront vraiment anti-français. Et c'est l'enjeu en cours. Vous avez vu que les événements au Mali ont été précédés par des mois de manifestations au Mali dont personne ne parlait. Même France 24 n'en parlait pas. Ça, c'est pas normal. Il faut considérer aujourd'hui que France 24 en parlait quand même. Hein. Les médias occidentaux en parlaient quand même. Et moi, je ne suis pas, par exemple, un pro-Kémy Séba, mais je suis choqué quand on l'expulse parce qu'il a brûlé un billet pour protester, quand on le chasse ici et là. Ce n'est pas normal, ça choque, c'est traumatisant pour la jeunesse africaine. Il faut donc que les gens comprennent en France que ce n'est pas parce que vous mettez une base militaire dans un pays que vous avez réglé le problème. Justement, M. Bruno Ben Moubamba, je voulais vous rappeler qu'il reste à peu près 20 minutes avant le match, à supposer que l'armée française décide de se retirer du Mali. Comment voyez-vous, M. Bruno Ben Moubamba, en tant qu'homme politique franco-gabonais, le devenir du Mali et l'avenir, si vous voulez, sécuritaire ou militaire de ce pays? C'est une question géopolitique très importante parce que le Mali c'est l'ancien Soudan français, c'est le voisin de l'Algérie. C'était un État fédéral avec le Sénégal et d'autres pays avant les indépendances. Donc c'est un État extrêmement stratégique. Mais à un moment, il faut donner à la souveraineté tout son sens. Vous ne pouvez pas continuer d'infantiliser les Africains jusqu'à la fin du monde. Et c'est pourquoi je ne suis plus catholique. J'insiste, vous m'avez demandé pourquoi je suis devenu orthodoxe. Parce que cette idéologie romaine, impériale, qui veut qu'il faut réduire absolument les Africains à la servitude perpétuelle et les considérer comme des enfants qui ne vont jamais grandir, qui ne vont jamais évoluer, hein, comme on dit dans certains milieux, pour contrôler un Africain noir, il faut l'appeler mon fils. C'est de l'infantilisation, comme si nous cherchions des pères, comme si nous n'avions pas de père, nous n'avons pas de grand-père, nous ne sommes pas fiers de nos mémoires, de nos ancêtres. Il faut donc que le monde comprenne
notre volonté de vivre enfin une vie normale, Dr Mouketou, sur des terres enfin normalisées. Mais attention, Dr Mouketou, l'enjeu, c'est l'enrichissement des populations africaines. Ne vous y trompez pas, arrêtez avec la démocratie libérale, où c'est le plus violent, le plus riche, le plus manipulateur qui va l'emporter. Le plus important, c'est de changer de système pour favoriser l'enrichissement généralisé des populations africaines, quel que soit le système. C'est la doctrine du président Poutine que vous êtes en train de nous présenter, là. Je suis en train de dire que les systèmes politiques ne sont pas monolithiques. Il n'y a pas que la démocratie libérale. Quand je dis la démocratie libérale, je dis la démocratie conflictuelle. La démocratie conflictuelle, c'est-à-dire anglaise, libérale, consiste à se taper dessus. Alors qu'on est d'accord. Non, écoutez-moi bien. Non, écoutez-moi bien. Et vraiment très court, docteur Mouketou, pour que je ne perde pas mon idée. Les Occidentaux se tapent dessus aux États-Unis, Trump, Obama, mais ils sont d'accord en dessous, c'est-à-dire que rien ne doit détruire le système américain. Tandis que nous, les Africains, naïfs comme nous sommes, quand on se tape dessus, on n'est pas d'accord en dessous. Et on détruit tout. En général, quand on fait une guerre... C'est la faute aux Africains, nous sommes d'accord. Ce n'est pas la faute aux Occidentaux. Non, c'est la faute aux intellectuels africains. C'est la faute, ce n'est pas la faute des populations africaines. C'est que nos intellectuels répètent comme des perroquets, nos intellectuels, et moi je l'ai fait un temps avant de me reprendre, on répète comme des perroquets les leçons qu'on a apprises dans les universités européennes, occidentales, au lieu de les ingurgiter, de les mâcher et de les ressortir à notre manière en assumant notre mémoire de Bantou et notre identité de Bantou. Donc, comme on répète que celui-là, c'est un opposant, il faut le tuer. Celui-là, c'est un pouvoiriste, il faut le tuer. C'est comme ça, puisque Trump et Obama se battent tout, ils font semblant de se battre, mais ils protègent le système américain. Nous, quand on se bat, on s'entretue sérieusement parce que les intellectuels ne savent pas former les gens et les populations et les jeunes à dire que la politique, c'est un jeu. La politique, c'est un jeu, mais sans armes. On va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer, M. Bruno Ben Moubamba. Je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes sur Afrique 2050 et Radio PDCI RDA. Nous recevons aujourd'hui le politologue, philosophe et journaliste franco-gabonais, M. Bruno Ben Moubamba, depuis Moscou, en Russie. Alors, M. Moubamba, votre mot sur la question que vous avez déjà évoquée, de souveraineté ou d'indépendance au Mali et dans le reste des pays francophones. Est-ce que cette souveraineté, vous me permettez de poser cette question, s'exprime pleinement aujourd'hui? Pourquoi, M. Bruno Bamba, après 60 ans d'indépendance, beaucoup de pays de l'expression française ont-ils toujours du parapluie, vous me permettez encore cette expression, vivent toujours sous le parapluie français? Nous ne vivons pas que sous le parapluie français, mais c'est vrai que la France est l'ancienne puissance coloniale la plus présente en Afrique et de manière indécente. De manière indécente. Les Anglais, ils sont au Ghana, mais ils respectent les Ghanéens. Bon, les Portugais, aussi, c'est compliqué parce qu'ils ont reçu mandat du pape il y a 5 siècles de nous réduire à la servitude perpétuelle. Donc, on voit comment ils sont en Angola. J'y suis allé en Angola. Je les ai vus faire. Ils n'ont pas leur mot à dire. Mais les pays de l'expression française, les pays francophones. Les pays francophones, c'est les pays qui souffrent le plus en Afrique parce que, peut-être à l'exception du Sénégal, où je suis allé plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, mais je le saurai plus tard, il est hors de question pour l'Hexagone de laisser évoluer positivement les pays africains parce que l'Hexagone a peur de chuter dans son rang économique au niveau mondial. Mais moi, si vous vous rappelez, Dr Mouketou, qu'en 2009, il y a 10 ans, plus de 10 ans, j'ai fait un congrès à Reims. J'ai appelé à un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique, basé sur des rapports gagnant-gagnant, avec de l'investissement, des grands travaux qui font appel à de la technologie, au savoir-faire des Français. Mais je n'ai pas été écouté. J'ai été suivi un peu en 2009 par certains envoyés du président Sarkozy dans ma façon de faire. Après, ils ont
ils ont vu les choses autrement, parce que leurs accords, c'est de dire le Mali c'est à nous, le Gabon c'est à nous, le Cameroun c'est à nous, le Congo c'est à nous, même si les peuples souffrent. Alors là, il y a une charte africaine, bien sûr, sur les droits de l'homme et les droits des peuples qui n'est pas respectée. Cette charte n'est pas là pour dire à la CEDEAO d'intervenir au Mali. Cette charte, elle est là pour respecter la volonté des peuples souverains de décider pour eux-mêmes. Donc, là, je conclus en disant l'enrichissement à venir des populations africaines n'est pas contraire à l'économie mondiale ni à l'économie française. Parce que lorsque vous allez lancer des grands travaux entre le Cameroun, par exemple, le Gabon et le Mali, faire des voies ferrées, faire des autoroutes, eh bien, vous allez voir que ça profitera à l'économie mondiale. Mais les gens, au fond, considèrent au nom de la suprématie blanche, j'ose le dire, que les Noirs n'ont pas le droit à ça. Ou alors, ils font un génocide comme au Rwanda pour avoir ça. Il a fallu que les Rwandais passent par un génocide et par une guerre meurtrière. Et vous allez aujourd'hui au Rwanda, ça fonctionne. Ça fonctionne pour le moment. Oui, donc, en pillant les richesses de la République démocratique du Congo. Hein, donc, vous voyez, oui, la guerre au Kivu, bien sûr, est une des conséquences du génocide rwandais. Mais ça, c'est un autre débat, parce que vous avez parlé de ça de manière plus développée. Ce n'est pas tout à fait exactement ce qu'on dit. Ce que vous dites. 3 dernières questions avant de demander votre mot de la fin, et nous allons aller regarder ce grand match qui doit commencer dans 12 minutes à peu près. Alors, Monsieur Bruno Ben-Moumba, je vous ai très bien écouté, hein, vous voyez, philosophe, politologue, grand homme politique. Alors, je voudrais poser 3 dernières questions. Président du Gabon d'après, n'oublie jamais. Et il y a même un auditeur qui me dit que vous êtes un ancien France-africain. Voilà, ça, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis. Hein, donc, voilà. Donc, je suis un repenti, on va dire. Bon, c'est pas moi, hein, ce sont les auditeurs. Vous avez beaucoup d'admirateurs et puis, bon, ils sont aussi des messages qui vous présentent comme étant un ancien France-africain. Alors, c'est vrai qu'au Forum de Reims, le gouvernement Fillon était représenté et que j'étais plutôt bien vu au début par le président Sarkozy, oui, au début. Donc ils ont raison, ces auditrices et auditeurs, hein, puisqu'il y a 2 auditrices aussi qui vous qualifient de France-africain. Alors, quelle est la responsabilité endogène? Autrement dit, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que ce sont les menaces ou influences externes, ou bien encore tout cela est le résultat, si vous voulez, donc, de la politique interne de nos pays? Autrement dit, si vous ne m'avez pas compris, qui est responsable de la fragilité ou de la non-viabilité de nos États? Mais docteur Moketou, ce qui se passe est plus profond que ce que vous dites. Ne négligez pas ce que je vous ai dit sur la bulle papale. La bulle papale Romanus Pontifex du 8 janvier 1454 qui donne au Portugal et à l'Espagne le droit de construire des bateaux, aventures maritimes, réduction à l'esclavage des Noirs. Lorsque vous avez vécu 400 ans ou 500 ans dans l'esclavage, mais vous êtes traumatisé. Il y a des expériences aux États-Unis, des psychologues qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Vous prenez des enfants qui ont les yeux bleus, c'est des expériences qui ont été menées. Vous leur dites qu'ils sont plus intelligents que les enfants qui ont des yeux marrons. Les résultats scolaires des enfants qui ont les yeux bleus augmentent, sont très bons. Et vous faites l'inverse. Vous dites aux enfants aux yeux marrons, vous êtes plus intelligents et leurs résultats progressent. Et si vous leur dites qu'ils sont mauvais, leurs résultats chutent. C'est le traumatisme ontologique fondamental de l'Afrique. On a dit que toi, le noir, qui est à l'origine de la civilisation égyptienne, tu es nul, tu es mauvais, tu ne sais rien faire, tu es un esclave. On a tué les pères, on a effacé les mémoires. Vous avez entendu parler de ce garçon que je ne connais pas qui fait la visite des musées pour aller essayer de récupérer les mémoires à travers des statuettes. Mais récupérer la mémoire perdue du noir et de l'africain, ce n'est pas récupérer des statuettes,
c'est d'abord faire un travail sur soi-même, un travail intellectuel, un travail spirituel, sans haine et sans violence. Donc, qui est responsable? Mais c'est l'Occident, c'est l'Église catholique, c'est les explorateurs. Les Africains ont été traumatisés. Et il faut vraiment une guérison de la mémoire qui passera par les intellectuels, par les philosophes, par les psychologues, par des présidents qui sont sérieux, pas des présidents qui font de la poésie uniquement comme Senghor, mais il faut des présidents philosophes, pas seulement des technocrates comme Alassane Ouattara. Il faut aussi des gens qui savent parler à l'âme africaine pour dire non, tu n'es pas maudit, non, tu n'es pas mauvais, non, c'est faux de dire que noir c'est vilain, c'est moche, non, il n'y a pas de race humaine. Tout ça, c'est une mutation des gènes des êtres humains qui font qu'on passe d'un état à l'autre. Donc, il y a tout un travail à faire à l'échelle africaine, mais malheureusement, nous sommes dans la distraction parce que nous sommes distraits par le jeu démocratique, libéral, savoir, on se tape dessus, on s'entretue pour des raisons ethniques, pour des raisons démocratiques, et pendant ce temps, le temps passe, et puis on est en train de tout perdre. C'est ce que le Mali s'est relevé contre ça, et c'est pour ça que c'est bon pour toute l'Afrique. Le Mali a fait ce qu'il fallait faire, ce que les Gabonais, les Congolais, les Camerounais et les autres n'arrivent pas à faire. Ils ont dit non, ils se sont levés à l'appel justement d'un leader religieux, c'est-à-dire à quelqu'un qui parle à l'âme des gens. Bon, très bien. Alors, en 30 secondes, 60 secondes, s'il vous plaît, les deux dernières questions. Monsieur Moubamba, plusieurs pays francophones ou de l'expression française, on peut citer le cas du Gabon, on peut citer le cas de la Côte d'Ivoire, du Tchad, ont des accords militaires avec la France. Alors, si on ne fait pas la guerre, pourquoi on a ces armées? Est-ce qu'on ne peut pas suivre la voie, par exemple, du Costa Rica? Le Costa Rica, vous voyez, si vous regardez par exemple le bilan économique, social de ce pays, c'est un pays qui avait décidé d'être sous tutelle militaire des Américains. Donc, c'est un pays qui se développe. Si vous allez en Allemagne, vous allez voir que les Allemands ont une base militaire états-unienne. Vous allez au Japon, c'est la même chose. Et ces pays se développent. Alors, finalement, il n'y a pas de guerre. Pourquoi nous avons autant d'armées dans ces États que je viens de citer? L'expression française, bien sûr. Les armées étrangères qui sont, par exemple, aux Émirats arabes unis, dans d'autres pays, ne sont pas des armées d'occupation militaire au service de certaines multinationales. Mais au Mali, l'intervention militaire n'a pas pour but que de freiner les djihadistes. Puisque l'imam de Tombouctou est favorable à une négociation avec les arabo-berbères du Nord, mais ça gêne qui négocie? Il est pour une négociation. Mais s'il entame les négociations, ça ne justifie plus la présence militaire étrangère. Vous voyez un peu ce qui est gênant dans le cas du Mali. Le Gabon n'a pas besoin d'une base militaire. Pourquoi? La base militaire, elle est là pour protéger Bolloré et pour protéger la famille Bongo. C'est la conséquence de leur présence. Parce qu'en cas de problème, on dit, allez, on protège les citoyens français, on barre les routes. C'est ce qui s'est passé en Port-Gentil plusieurs fois, intervention du 6e BIMA en 1964. Les Français ont quand même tué des militaires gabonais qui ne voulaient pas d'un despote. Ça, c'est une réalité. Que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas, il faut qu'ils l'entendent. Donc, nous n'avons pas besoin de troupes d'occupation. Nous n'avons pas besoin de troupes d'occupation. Nous avons besoin d'accords de défense. Vous voyez la différence? On peut avoir des accords de défense avec la France, avec l'armée française, l'armée gabonaise et tout, mais on ne peut pas avoir des troupes d'occupation militaire. Ces accords de défense existent. Ces accords de défense existent. Ces accords de défense disent que si les Bongos ont des problèmes, l'armée française intervient. Ça, ce n'est pas des accords de défense. Ce n'est pas des accords, c'est des accords d'occupation militaire pour éviter l'évolution d'un pays dans un sens positif. Les Bongos ne sont pas le Gabon. Les Bongos ne sont pas le Gabon. Oui, dans ces conditions, M. Bruno Ben Moubamba, plaçons-nous sous mandat de l'ONU, tout simplement. Depuis l'invasion américaine en Irak en 2003, le droit international est foulé du pied puisque l'Amérique est intervenue sans mandat de l'ONU. À partir de là, il y a eu l'affaire libyenne et la frustration des Russes. Moi, je suis en Russie. Les Russes ont été frustrés de la manière dont les choses se sont passées en Libye. Vladimir Poutine, l'actuel président, était Premier ministre. Donc aujourd'hui, ils sont vigilants. Ils sont vigilants
quand on a des projets de guerre pour un oui ou pour un non. Et ça, on peut quand même les comprendre. Moi, je ne vais pas prendre parti dans l'affaire syrienne, mais on voit bien que ce qui était prévu en Syrie ressemblait à ce qui était prévu en Libye et en Irak. Qui a stoppé cela? Tout le monde sait que ce sont les Russes. En disant cela, ça ne veut pas dire que je me range sous l'aile des Russes. Mais je dis que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit retrouver son rôle, c'est-à-dire de garant de la sécurité internationale avec des interventions sous mandat de l'ONU, mais pas du tout de manière unilatérale comme ça se passe aujourd'hui. Moi, j'étais très choqué lorsque le président français a commencé à menacer, mais je suis heureux qu'il ait maintenant reculé après le communiqué du ministre Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui commençait à se mêler de l'affaire du Mali n'importe comment. Je constate qu'aujourd'hui, on est en train de reculer et c'est heureux. Tiens, dernière question, M. Bruno Ben Moubamba, qui concerne votre pays d'adoption, si vous me permettez l'expression. C'est l'expression qui est utilisée par plusieurs auditeurs d'Afrique 2050. C'est votre pays d'adoption, la Russie. Alors, si la Russie arrive militairement au Mali. Vladimir, hein? Voilà. Si la Russie arrive militairement au Mali, quel rôle pourrait-elle jouer dans ce pays? Avez-vous, M. Bruno Ben Moubamba, regardé la vidéo montrant une manifestation des Maliennes et Maliens arborant avec les drapeaux, avec les images du président Poutine? Ne trouvez-vous pas que ces populations sont-elles manipulées? Il faut être quand même naïf, vous me permettrez cette expression, de penser que la Russie viendra libérer ou sauver le Mali. Vous voyez, le président Poutine n'est pas un exemple pour la démocratie, même si vous refusez la démocratie. Voilà. Alors, souvenez-vous de ce qui s'est passé, ce qui se passe en République centrafricaine. La Russie y intervient militairement à travers une société des mercenaires. Non, ce n'est pas vrai. La Russie n'intervient pas en Centrafrique. La Russie intervient en non, il y a une présence, du secteur privé militaire en Centrafrique, mais comme il y a une présence du secteur privé au Gabon, ailleurs. Oui, mais la Russie. Mais ce n'est pas l'État russe qui intervient. C'est la Russie qui intervient en République centrafricaine. Nous avons fait des enquêtes sous la forme, si vous voulez. Non, il y a une société russe. Il y a une société russe qui assure la sécurité du président Touadéra, mais ce n'est pas une intervention militaire russe. Il y a une société des mercenaires qu'on appelle donc Wagner. C'est le secteur privé. C'est le secteur privé, oui. Donc, alors, ne pensez-vous pas que le peuple malien devrait plutôt soutenir les militaires maliens tout simplement? Et ensuite, vous enchaînez avec votre mot de fin et on va les regarder. Oui, j'enchaîne avec mon mot de fin. Vous ne pouvez pas reprocher à un peuple qui n'a pas de conscience politique très développée de réagir de manière émotionnelle. Bien évidemment, là, je suis en Russie, mais la Russie, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas la fin du monde, c'est pas voilà, je veux dire, mais les populations ont une manière de réagir émotionnelle qu'il faut comprendre. Si vous avez tellement de frustration, vous allez acclamer quiconque vous donne un petit espoir. Mais moi, je vous ai parlé de l'ordre de Yalta. L'ordre de Yalta, c'est le partage du monde par 5 puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Chacun sa zone. Chacun sa zone. Mais comme il y a un problème en ce moment, les Africains doivent comprendre que ce n'est pas une question de zone. On ne va pas quitter Paul pour aller devenir esclave de Pierre. Il faut défendre ses intérêts à l'intérieur du système mondial. L'Afrique, le Mali a le droit d'avoir des accords de partenariat avec qui il veut. Mais en l'occurrence, il faut une légitimité. Les autorités militaires qui sont là ne sont pas suffisamment légitimes pour passer les accords dont vous parlez. Mais tout simplement, il y a un bras de fer, un rapport de force pour que les Barkhane, les Français, ne viennent pas faire comme au Gabon en 1964, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils tuent les militaires maliens pour avoir enlevé le président Ibrahim Keïta. Donc c'est normal que la population appelle comme ça, c'est de bonne guerre.
Voilà, on ne peut pas reprocher aux gens de... Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une intervention militaire russe. Ce serait contraire à l'ordre de Yalta, qui est toujours en cours, docteur Moukhetou. Toujours en cours. Donc, alors, très bien. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de dire que, si vous permettez, ce qui s'est passé au Mali doit inspirer ce qui s'est passé au Gabon. Et moi, je n'appelle pas un coup d'État, je suis contre les putschs militaires. J'appelle à une révolution. Il faut absolument déposer le mort-vivant qui nous dirige au Gabon. Ce n'est pas normal qu'on soit dirigé par un mort-vivant. Ça, ce n'est pas sérieux. Les gens qui permettent ça sont des criminels. Il faut arrêter ça le plus vite possible. Non pas pour retourner à des élections qui vont redonner le pouvoir à des gens qui n'ont pas à l'exercer, mais nous devons mettre fin à l'ordre politique au Gabon. Il y a eu l'élection en 2016 qui a été gagnée par M. Jean-Ping, que vous avez, je crois, tendance un peu d'oublier, M. Bruno Ben Moumba. Moi, je ne me sens pas concerné. Excusez-moi, j'ai du respect pour les personnes que vous citez, mais ce qui s'est passé il y a 4 ans, pour moi, il faut que, là encore, qu'on ne fasse pas preuve de naïveté. Hein? Il y a un nouvel ordre politique au Gabon, il y a une nouvelle situation. Il faut voir les intérêts de la population. Il faut casser le système gabonais. Il faut le détruire. Les intérêts de la population, ce sont les populations gabonaises dans leur majorité. Vous savez que je suis contre la démocratie libérale, je vous l'ai dit. Pour moi, ce n'est pas la démocratie libérale qui compte, c'est de casser le système Bongo-PDG qui est représenté au sein du pouvoir, au sein de l'opposition, au sein de la société civile, au sein des églises, un peu partout dans l'armée. Et il faut casser ce système. Mais nous devons trouver le moyen d'être suffisamment unis autour peut-être du concept de la bantouité du peuple gabonais. C'est la dangerosité que nous sommes en train de traverser si on ne fait rien. Mais les Bantous vont disparaître au Gabon. On a déjà effacé les mémoires, on nous vole nos terres, on coupe les arbres, ça va être un désert le Gabon. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que les gens s'unifient pour dire ça c'est duré comme ça, il faut qu'on arrête ça. Nous avons besoin de combattants au Gabon. Nous n'avons pas besoin de politiciens, discoureurs qui disent non, nous avons besoin de créer le rapport de force. Ce qui s'est passé au Mali, c'est un rapport de force. Et si quelqu'un ne propose pas le rapport de force, il ne faut pas le suivre. Il va vous emmener où? Il faut faire le rapport de force. Même si c'est un PDG qui fait le rapport de force, il faut le suivre. S'il s'agit de le pouvoir. L'Inde qui a été libérée sous Gandhi sans utiliser le rapport de force. C'est toujours pas la meilleure voie. Hein. Vous savez ça? Quand je dis le rapport de force, je ne parle pas de violence. Vous savez qu'il y a eu 0 mort au Mali. Hein. Ils ont créé le rapport de force. La population a manifesté pacifiquement pendant des semaines, tous les vendredis. C'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Au Gabon, on doit trouver une solution pour que les gens se mettent à manifester. Il faut oublier l'affaire de 2016, je regrette. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, M. Obama. C'est votre conception. Mais je sais que même si ça déplaît, même si ça déplaît, ce sera l'objet de notre réalité politique. Je demande votre conclusion sur votre regard sur la situation, le regard géopolitique et géostratégique de la crise actuelle du Mali, donc le coup d'État, même si vous ne voulez pas qu'on utilise ces Non, la révolution malienne, moi, je suis sûr qu'elle ira jusqu'au bout et qu'elle va changer la face du Mali et qu'elle aura des impacts sur toute l'Afrique francophone. Et je sais que tous les États qui sont concernés par cette zone francophone, ça va bouger. D'ailleurs, tous les dirigeants monarchistes de ces pays-là ont peur. Parce que c'est la jeunesse, hein. Ce n'est pas des généraux hein, qui ont viré, pardonnez-moi l'expression, le président Keïta, c'est des jeunes. Hein. C'est des jeunes. Ils sont même plus jeunes que nous. Hein. Ils sont peut-être la trentaine. Donc, ça veut dire que ça ne peut plus tenir. C'était en stage au Gabon. Au Gabon et en Russie, on peut dire beaucoup de choses et ailleurs, mais ce sont des jeunes. Ça veut dire que la jeunesse africaine ne peut plus accepter de vivre dans la misère ou d'être réduit à l'immigration, à être insulté en France, au Portugal ou en Italie, de singes, de nègres et tout. Qu'on vous jette des bananes dans les stades. Nous devons changer l'Afrique et ça commence au Mali. Bien, nous devons changer l'Afrique et ça commence au Mali. Merci, M. Bruno Ben Moumba, d'avoir accepté notre invitation.
Merci.